C'était un moment absolument incroyable et ça nous a fait du bien de partir là-haut avec elle. Alors nous allons poursuivre avec une réflexion. Là, on a beaucoup parlé de la situation et il y a des actions comme celles qui sont portées par Sea Shepherd. On va retrouver Paul Watson tout à l'heure pour conclure cette journée des 24 heures. Mais il y a une double question qui est aussi que peut-on faire au niveau des États? On a évoqué avec la Maison commune des changements nécessaires au système juridique. Parfois, ça passe aussi par des questions comme celle-là. Et il y a eu un travail qui a été fait l'an dernier, qui a porté sur une nouvelle déclaration de l'humanité. Et nous allons évoquer cette question des droits et devoirs de l'humanité avec Corinne Lepage, qui nous a fait l'amitié de venir nous rejoindre. J'invite également Patrick Vivray à se joindre à nous pour repartir. On va repartir avec Patrick et Corinne de ce qui s'est passé au moment de la COP 21, puisque la déclaration des droits et devoirs de l'humanité... Venez. Corinne Lepage, bonsoir. Bonsoir. Donc cette nouvelle déclaration sur laquelle vous avez travaillé vise à redéfinir un cadre. Alors, en quoi ce nouveau cadre est nécessaire aujourd'hui et en quoi peut-il changer les choses? Bien, nous sommes tous évidemment des défenseurs des droits de l'homme et des droits humains, sauf que sur des sujets comme celui-là, sur le sujet du climat, nous voyons bien que nous sommes en face de sujets qui appellent une réponse collective et pas seulement individuelle. C'est la raison pour laquelle le président de la République m'avait demandé de travailler avec un groupe, je n'ai pas fait ça toute seule, sur ce que pourrait être une déclaration des droits et devoirs de l'humanité pour marquer notre responsabilité en tant qu'humains et marquer notre interdépendance avec les milieux et évidemment le milieu océanique. Donc ce travail a été fait, il a été présenté mais non débattu à la COP 21 parce qu'on n'a pas eu le temps. La déclaration a été déposée sur le bureau de M. Ban Ki-moon il y a maintenant 1 mois et demi pour qu'elle puisse être étudiée par le service des Nations Unies et l'équipe des Marocains pour la COP 22 est intéressée également pour y travailler. Mais potentiellement, qu'est-ce qu'on peut changer à la manière dont les États fonctionnent entre eux? Tout à fait honnête. Ce n'est qu'une déclaration. Ce n'est pas une convention, c'est-à-dire qu'elle n'engage pas les États. Ça n'a rien de contraignant. Mais en revanche, c'est une déclaration. Je rappelle quand même que la Déclaration universelle de 1948, toute chose étant comparable, n'est qu'une déclaration et n'est pas une convention. Et cela sur les droits de l'homme, vous voulez dire? Ce n'est pas obligatoire. Mais on peut l'utiliser en droit international comme de la coutume. C'est-à-dire que si nous parvenons à faire adopter cette déclaration ou modifier comme il conviendra de la modifier par les différents États de la Terre, cela veut dire que nous disposerons devant les tribunaux d'un outil qui permettra de faire valoir, au moins sur un plan moral, avec traduction juridique éventuelle, ce que sont les devoirs de notre génération par rapport à la chaîne des générations et par rapport aux espèces vivantes et plus généralement à la nature qui nous entoure. Et quelle est dans cette déclaration qui est largement disponible? Alors elle est téléchargeable sur Internet, sur le site de la déclaration qui s'appelle Droits Humanité, droits au pluriel.fr. Et quel est l'engagement que prend l'humanité dans cette déclaration qui vous paraît le plus fort? Bien, nous avons visé un certain nombre de devoirs qui ne touchent pas seulement au climat, qui ne touchent pas seulement à l'océan. Elle touche également à la manière dont est géré le progrès technologique, parce que cela nous paraît quelque chose d'essentiel, que le progrès des technologies soit géré dans l'intérêt des humains et non pas pour autre chose. Voilà. Donc il y a des obligations de cet ordre-là. Il y a des obligations en termes d'accès aux biens communs.
c'est-à-dire aux biens qui nous entourent, en termes de préservation des éléments naturels, en termes de droit des espèces vivantes de vivre dans un environnement sain, comme nous avons nous-mêmes ce droit et donc l'obligation corrélative de l'assurer. Voilà, donc il y a toute une série d'obligations qui, encore une fois, ne sont pas contraignantes, mais créent un cadre nouveau qui est un premier pas vers peut-être dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, je ne le verrai pas, mais les plus jeunes dans cette salle, j'espère qu'ils le verront, peut-être une convention qui, cette fois-ci, créera réellement des obligations. C'est vraiment ça qui est amorcé, c'est d'aller vers un nouveau rapport entre les gouvernements. Alors, je voudrais juste terminer en soulignant le fait qu'il n'y a aucune contradiction avec les droits de l'homme, c'est complémentaire des droits de l'homme. Les droits humains, le droit à l'intégrité de la personne, tous les droits politiques et sociaux continuent bien entendu à s'exercer, sauf que, encore une fois, pour s'attaquer à la question de la préservation des océans, d'un comportement responsable des humains et des différentes collectivités humaines, eh bien, il faut aller au-delà de droits individuels et reconnaître aussi des devoirs collectifs. Et ça, c'est la grande innovation, oui. Cette reconnaissance des devoirs collectifs. Et l'équité intergénérationnelle également, qui est quelque chose de très important. C'est-à-dire que nous sommes en train de léguer aux générations futures, oui, c'est ça? Équité intragénérationnelle, c'est-à-dire la justice dans le monde, entre le Nord et le Sud, et également l'équité intergénérationnelle, c'est-à-dire à l'égard de ceux qui viennent et qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de se défendre. Bien, merci Corinne Lepage d'être venue témoigner et d'avoir fait ce travail, parce que on n'en est pas encore retraité, mais on en est à l'amorce de quelque chose de nouveau et on sent bien ici, il y avait quand même ce matin un sentiment de désespoir quand même, par rapport à la situation. Le sujet est dans les mains de tout le monde. C'est nous, la société civile, qui pousserons pour que ce soit adopté et si on ne s'y colle pas, eh bien, ça partira dans l'armoire des rapports oubliés et des bonnes idées délaissées. Mais on compte sur vous aussi pour continuer à la porter, puisque c'est ce que vous faites depuis le mois de décembre dernier. Et c'est une bonne nouvelle que ça soit maintenant arrivé sur le bureau de M. Ban Ki-moon. On ira donc voir cette déclaration. Merci. On la diffusera sur le site des rencontres des 24 heures. Merci d'être venue jusqu'à nous, Madame Lepage. Merci. Bonne soirée. Restez avec nous, il y a encore toutes sortes de choses qui vont se passer ce soir. On a encore des artistes qui vont venir. Patrick Vivray. Sur ce côté des engagements à prendre, il y a l'engagement au niveau macro, l'engagement individuel aussi. Il s'est passé quelque chose à la COP21, ça s'est appelé le serment de Paris. Alors Patrick, raconte-nous un peu ce qu'était ce serment de Paris, qui est un moment fondateur de quelque chose. Bien, c'est précisément la prise de conscience d'un certain nombre d'acteurs de la société civile mondiale que si nous voulons débloquer les choses, nous avons besoin qu'un acteur intervienne pleinement sur la scène mondiale. Il y a aujourd'hui une gouvernance de fait qui est celle de l'oligarchie financière et une autre gouvernance de fait dont on parle moins mais qui est très importante, qui est l'économie du crime. Il y a une gouvernance de droit qui est celle des États-nations, mais précisément, y compris pour les raisons que vient de rappeler Corinne, qui n'arrivent pas à prendre la mesure de la question des biens communs de l'humanité. Si on reprend tout ce qu'on a vu au cours de cette journée et puis les propos de Paul Watson, quand vous regardez la Terre vue du ciel, on voit 1, les océans, 2, la fragilité de la couche atmosphérique. Vu du point de vue des États-nations, les océans, ils s'intéressent par exemple qu'à leurs eaux territoriales. Donc il y a besoin qu'un nouvel acteur mondial rentre sur la scène. C'est qui cet acteur ? C'est cette société que nous appelons pas simplement civile, mais civique mondiale. C'est-à-dire, c'est l'alliance entre la partie de la société civile qui pense pleinement les questions du bien commun, qui ne se contente pas d'actions sectorielles aussi légitimes que soient ces actions, mais qui pose la question dans sa globalité, la partie des institutions politiques qui sont prêtes à changer leur rapport au pouvoir, c'est-à-dire à considérer que le pouvoir, c'est une création, c'est une énergie renouvelable, c'est un ministère et non pas une captation, la partie des acteurs dans les médias qui réinventent le métier de journalisme face à la dictature de la com, la partie des acteurs spirituels qui sont
au service de cette énergie spirituelle, mais qui sont prêts aussi à combattre leur part d'ombre, qui est le fondamentalisme, etc. Et c'est la partie des acteurs économiques qui est pleinement prête à jouer le jeu d'une véritable responsabilité sociale et sociétale, et que ça ne tourne pas à la com et au greenwashing. Bref, c'est cette alliance civique mondiale que nous appelons la société civique. Et justement, nous ne sommes pas contentés de demander, nous avons repris la logique du serment du jeu de paume, c'est-à-dire des acteurs qui s'engagent, qui disent déjà pour eux-mêmes, voilà une série d'engagements que nous prenons, tant à titre personnel qu'à titre collectif. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que les deux échelles d'engagement sont là. C'est les personnes qui ont pris serment pour elles-mêmes et pour l'organisation qu'elles représentent. Oui, parce que nous sommes non seulement sur le fameux rapport entre le local et le global, qui reste valable, mais nous sommes aussi dans un rapport entre l'intime et le planétaire. Nous voyons bien, c'était Jean-Pierre Gouc qui le disait ce matin, nous pouvons être simultanément dans un siècle bleu ou dans un siècle noir. Et ça dépend aussi de la façon dont dans nos propres vies, quel est le déclic, quel est l'engagement qui nous fait sortir de cet état de fatalisme, de cet état de dépression, et nous dire non, la vie est trop belle pour laisser l'aveuglement, l'irresponsabilité ou ma propre négligence faire que nous allons vers le siècle noir plutôt que le siècle bleu. Et là, c'est le rapport que le Forum social mondial de Porto Alegre avait appelé TPTS, et TPTS, ça veut dire transformation personnelle et transformation sociale doivent être considérées comme complémentaires et non pas comme contradictoires ou conditionnelles. Et alors, qu'est-ce qui peut nous aider à sortir de ce sentiment d'impuissance qu'on peut avoir en se disant ça doit se régler ailleurs, à un autre niveau? Donc, en dehors de... C'est quoi le carburant de cette énergie-là, de cette énergie civique? Alors, d'abord, et je trouve que quand on regarde cette journée magnifique que nous avons vécue, et déjà les 24 heures de méditation de la Terre avaient introduit cette dimension, il y a trois mots-clés, moi, qui résonnent. Il y a celui d'émerveillement, d'abord, et nous venons encore de le vivre. Et l'émerveillement est fondamental parce que nous ne pouvons arriver à une qualité de conscience suffisante qui fait que ce n'est pas simplement un savoir mental, c'est une conviction intérieure très profonde qui nous fait comprendre l'urgence par rapport auquel nous sommes confrontés, mais nous avons besoin aussi de ressentir cet émerveillement, de ce privilège extraordinaire de vivre sur cette planète miracle et d'être nous-mêmes, de vivre l'aventure de l'univers dans un bref instant à travers le fait d'être conscient. Ça, c'est la logique de l'émerveillement qui tire la conscience vers la pleine conscience. Ce n'est pas simplement le savoir mental et rationnel, c'est aussi la conviction profonde du caractère absolument privilégié et passionnant de ce que nous vivons. Du même coup, ça va nous donner de l'énergie pour le deuxième élément qui est du côté de la résistance. C'était Paul Watson qui parlait de la rage. Oui, il faut dire oui à l'indignation, à la colère, à la rage. Il n'est pas acceptable. L'année dernière, ici même pour les 24 heures de méditation de la Terre, derrière la photo d'Edgar Morin qui était sur une des chaises prises à la banque HSBC qui pratiquait l'évasion fiscale, nous avions dit il est insupportable que la logique de l'évasion fiscale, les paradis fiscaux, les 32 000 milliards de dollars, ça a été encore rappelé à l'occasion des Panama Papers, et il n'est pas supportable que le sang de nos sociétés soit l'argent. Comme l'a dit Paul Watson, c'est l'eau, le sang de nos sociétés. Donc l'alternative entre l'eau et l'argent, c'est aussi ce qui fonde la résistance créatrice, c'est aussi ce qui fonde l'indignation, les nuits debout dans le monde entier. Et puis le troisième élément, c'est l'engagement, c'est-à-dire nourri par cet émerveillement et en même temps par cette phase positive de la résistance créatrice, c'est le fait, chacun d'entre nous individuellement, mais dans tous nos groupes sociaux, dans tous nos métiers, de nous poser la question, quel est l'essentiel ? Quelle est dans ma propre vie la part d'essentiel qui correspond à la cohérence de ce que nous avons vécu et quelle est inversement la part de futile, la part d'inutile, voire la part de dangereux. Eh bien, ce travail qui est à la fois un examen de conscience personnelle et un examen de conscience politique, au plein sens du terme, c'est l'enjeu démocratique
par excellence. C'est l'enjeu de cette citoyenneté du peuple de la Terre dont on parle dans le Serment de Paris, que de faire ce travail de retour, d'évaluation, pour dire non, ras-le-bol que les bénéfices soient des soldes monétaires. Ce que nous appelons bénéfices, qui revient au sens commun du terme, ce sont des activités bénéfiques pour les humains et pour leurs écosystèmes. Ce que nous appelons pertes, ce n'est pas des soldes monétaires négatifs, c'est les pertes de valeur, et le mot valeur, ça veut dire force de vie. Donc à chaque fois qu'il y a destruction d'un écosystème ou que la souffrance au travail est telle que des personnes en viennent à se suicider, ça, ce sont des vraies pertes. Eh bien, ces éléments-là rassemblés, ils sont effectivement au cœur, puisque tu posais la carburant, de ce que Spinoza appelait l'alternative entre la joie et les passions tristes. Parce que, in fine, c'est cette joie de vivre qui est à la fois l'énergie au cœur de l'émerveillement, qui est la source de la résistance créatrice et qui fait que nous allons choisir de basculer dans nos propres vies. Et la joie de vivre, c'est en même temps le meilleur des anticorps, parce que c'est celle qui va nous permettre de résister à l'addiction de la gloire, du pouvoir, de l'argent, toutes ces passions tristes. Alors oui, le carburant, c'est la joie de vivre. Merci, Patrick. Merci. Alors, on a de la joie de vivre dans la salle. Hein. On sait ce qu'on a à faire. Hein. Aujourd'hui, on s'est émerveillé, on a eu de la rage et cet engagement. Et ce chantier de l'humanité, comment on fait pour... Est-ce qu'il y a un point de ralliement? Est-ce qu'il y a un... Il y en a plusieurs. Pour vous donner 2 dates qui viennent très rapidement. Le 2 et 3 juillet, à Lyon, nous avons les rencontres internationales des dialogues en humanité. C'est le réseau qui avait été à l'origine du Serment de Paris. Il y a maintenant des dialogues en humanité au Brésil, en Afrique, dans d'autres coins d'Europe, en Inde, etc. Donc, 1er, 2, 3 juillet, il y a ce premier rassemblement où nous allons reprendre toutes ces questions et tous ces engagements. Et puis dans la foulée, vous avez le Forum social mondial de Montréal du 9 au 14 août qui va prolonger cette perspective. Et si je reviens sur la France, le 24 septembre, nous avons les Journées de la transition dans 200 villes de France, la question de la grande transition pour sortir de nos énergies fossiles à nous, qui sont notre état dépressif, et nous tourner vers l'énergie créative. Merci Patrick, merci Corinne. Vous restez avec nous dans la salle. Je suis sûr qu'on aura l'occasion d'autres échanges. Et maintenant, on a un moment